Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h13, vous êtes sur Europe 1 et vous faites bien. Gabriel Cluzel est dans ce studio. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Pascal. Comme tous les dimanches soirs, et Nathan Devers, bien sûr. Bonsoir Pascal. Nathan. Nous avons un invité avec qui j'ai échangé souvent, le Jarl. Bonsoir, on vous appelle comme ça, vous êtes influenceur. Bonsoir Pascal. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous dites la vérité. Le monde de la nuit, vous connaissez par cœur. Vous êtes directeur d'un établissement de nuit du côté de Rennes. Une ville calme, Rennes, n'est-ce pas? Nous la connaissons, cette ville de Rennes, calme à Rennes. Alors, figurez-vous, vous êtes venu pour ce livre, ça va mal finir, on va en parler, mais en fait, je vais vous faire réagir à une polémique, évidemment qui est liée au monde de la nuit, donc nous arriverons à votre livre très vite. Que s'est-il passé à Rennes? Vous êtes taxé, notamment par Marie Mesmer, députée LFI NFP de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine. Je la cite parce que c'est la dernière à avoir réagi. Mais alors, ça fait 24 heures que ça déferle sur les réseaux sociaux. Vous allez commencer, on voudrait entendre votre voix. Il est dit qu'il y ait des agents de sécurité privés, donc les vôtres, qui se seraient transformés en milices, imposant leurs lois dans les rues, dit-elle, sous les ordres d'un sinistre influenceur d'extrême droite. C'est vous dont on parle. Vous vous rendez compte ? C'est quand même incroyable ça. On vous taxe d'influenceurs d'extrême droite. Toute la lumière sur ces violences doit être faite. La sécurité des habitants doit être une priorité. Autre poste, cette nuit, il y aurait des passants qui auraient été gazés au hasard, à qui on aurait tenté de voler leur téléphone pour effacer des images de violence. Et ça déferle sur les réseaux sociaux, le Jarl. Alors, bon, que s'est-il passé ? Alors en fait c'est une histoire sans en être une. En réalité c'est toute l'histoire du livre. C'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est le pur hasard fait que. Non mais c'est vrai ou pas là? C'est quoi ces histoires de gazage? Je vais vous expliquer. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que il y a une free party qui s'est installée au-dessus de l'établissement de nuit dans un cinéma abandonné depuis quelques années, 7 ans. Ils sont installés, les riverains nous ont contactés en pensant que c'était nos clients de la boîte qui foutaient le bordel, sauf que quand on est allé voir, on a vu que c'était pas nos clients du tout, ils s'installaient, il y avait une sono de mise en place, enfin voilà, il y avait environ entre 300 et 400 personnes qui étaient en train de s'installer. On a demandé l'intervention de la police est venue, ils ont géré le problème, nous on est retournés, tous les agents sont retournés à leur place. Dans le choix de la police pour l'évacuation, ils étaient très peu nombreux, c'est pas de leur faute, il n'y a plus d'effectifs. À Rennes, il n'y a personne. Ils sont intervenus, il y avait quasiment autant de policiers que j'ai d'agents de sécurité dans la boîte de nuit. Ils ont appelé tous les renforts qu'ils avaient. C'est-à-dire combien? Il y avait une quinzaine. Une quinzaine de policiers pour gérer 300 à 400 personnes. Voilà, c'est le nombre d'agents qu'on a nous dans la boîte pour gérer nos 1000 clients, quoi, pour vous dire. Donc voilà, on a vite compris que ça allait être compliqué. On les a laissés gérer. Ils ont fait le choix de créer une évacuation en lançant de la lacrymo, vous savez, des espèces de bombes. Donc c'est la police qui a. C'est eux qui ont gazé pour faire évacuer les gens. Des fumées, en tout cas des fumigènes. Ouais, c'est des fumigènes, voilà. Oui. J'avais prévenu en amont un des membres des forces de l'ordre en disant que s'ils jetaient leur lacrymo à l'endroit, enfin sur l'arrière du bâtiment, ils allaient fuir par le devant, c'est-à-dire qu'il y avait des issues de secours de l'autre côté et que les 400 allaient se retrouver devant l'établissement en mettant donc en danger tous les clients de notre établissement parce que j'avais une file d'attente de 300 personnes qui attendaient pour entrer dans la boîte. Oui. Ils ont fait comme ils ont voulu. Moi, je juge pas les choix de la police nationale et des chefs, mais en gazant du côté arrière de l'établissement, tous les jeunes sont sortis de l'autre côté, donc côté entrée de la boîte. Et puis là, ils ont commencé à balancer des canettes, 1, 2, 3, 4, 10, 50. Voilà, on s'est fait attaquer littéralement par ces gens. Il a fallu évidemment sortir. J'ai dit aux agents de sécurité, on n'a pas le choix, on doit évacuer tout le monde. Moi, j'en ai profité pour retourner voir la police pendant ce temps-là. Je le montre d'ailleurs en vidéo, je montre toutes les vidéos. Mais il y a eu des scènes de violence, oui ou non, le Jarl? Il n'y a pas eu de scène de violence, mis à part quelques gens qui se sont fait... Non, il n'y a eu aucun coup donné. D'ailleurs, s'il y avait eu des coups de donné, les vidéos seraient déjà en ligne, je vous le dis. Il n'y a eu aucun coup de donné. En plus de ça, on avait affaire à, je vous le dis... Mais pourquoi ça prend une telle ampleur? Mais parce que c'est une union pirate, c'est l'extrême gauche, ils ont le moyen de faire parler d'eux. C'est l'extrême gauche qui a organisé cette free party? Visiblement, oui, dans les renseignements que j'ai, c'est l'extrême gauche qui a organisé ça. D'accord. Et donc, ils ont besoin de faire du buzz tout le temps. Nous, il n'y avait pas d'histoire en vrai. C'est-à-dire que la police, moi je vous le dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est vrai, l'histoire des portables qui ont été volés pour cacher les ailes de violence. En fait, dès que des gens filment, en fait, on prend les portables, on a tout le temps fait ça, et on fait tout le temps, on enlève les vidéos et on leur rend leurs portables. Parce qu'ils n'ont pas filmé les gens, enfin voilà. Après, ils sont pas contents parce qu'ils ont l'habitude de faire ça avec la police dit rien, nous on laisse pas faire, c'est comme ça. Et donc les gens qui revenaient systématiquement devant pour balancer des canettes, les agents balançaient de la lacrymo à leur tour, mais avec du spray, simplement du spray, pour les faire partir, de façon à ce qu'ils ne restent pas devant. Le but essentiel, c'était de les empêcher d'attaquer nos clients. On a réussi
sommes toujours dans ce studio avec le Jarl, célèbre influenceur qui fait respecter l'ordre dans sa boîte de nuit. Vous communiquez un peu partout et on vous connaît parce que vous affichez. Alors j'adore. Vous allez me dire, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vous affichez directement les agresseurs. Avec ce mantra, tu déconnes, je t'affiche. Et ça, vous n'avez pas de problème avec ça? C'est légal ou pas de faire ça? Non, c'est pas légal, mais je le fais quand même. En fait, est-ce que eux, ce qu'ils font, c'est légal? Non, en fait, c'est-à-dire qu'ils blessent des gens, ils attaquent des gens, ils sortent des couteaux. Enfin, c'est pas légal. Donc, à un moment donné, quand on n'a plus le choix, quand on peut plus rien faire, quand on nous les laisse tous dehors, c'est ce que je dis dans le livre à plein de reprises. Je dis, on nous les laisse tous dehors. 100% des gens avec qui on a été obligé d'appeler la police nationale pour faire des interpellations sur les extérieurs de l'établissement, 100% étaient des gens déjà multi-condamnés. Sur toute l'année, là, j'ai les chiffres parce qu'on garde tous étaient déjà des gens condamnés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est-à-dire qu'ils nous les laissent tous dehors. Donc, nous, on doit faire avec ça. Et on doit savoir surtout qui on ne doit pas faire rentrer. Mais vous croyez que c'est marqué sur la tête des gens? J'ai 14 condamnations, j'ai 33 condamnations. Non, c'est pas marqué. Pardon, le Jarl, mais la boîte de nuit, enfin, je sais pas, ça devient, c'est quoi? C'est la jungle autour de la boîte de nuit? Alors, pas chez vous, puisque vous faites respecter l'ordre, mais pardon, mais j'ai pas du tout envie d'aller en boîte de nuit, moi. Vous me faites extrêmement peur. Ça dépend et des les endroits. Enfants, oui, c'est ça. Enfin, j'avais la vie, mes enfants, ils y mettent pas les pieds. Je vous dis, alors à partir de ce soir, je vous le dis, hein. Je vous le dis, les enfants, c'est même pas la peine d'imaginer. Non, mais c'est vrai, vous faites extrêmement peur. La drogue, la violence. J'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, c'est vraiment l'endroit qui veut ça. C'est-à-dire que là, on est un établissement de nuit très gros, en centre d'une grande ville, d'accord? Et on est vraiment placé dans le centre. Et autour de cet endroit, il y a 2 autres établissements de nuit. C'est-à-dire qu'à, allez, on va dire 300 mètres de chaque côté, on est 3 sur le même territoire. Je parle toujours de donc territoire. Donc vous, c'est le monde de la nuit. Et donc, la nuit, à cet endroit-là, il y a énormément de gens à passer. Vraiment. Plusieurs milliers chaque nuit. Et en 2021, cet endroit-là n'était pas du tout géré. On est arrivé à la direction avec ma femme en 2021 et c'est là que j'ai compris que c'était un merdier sans nom, très dangereux pour les gens. On y allait, c'était vraiment dangereux. C'est toute cette place, mais c'était pas que des gens qui venaient chez nous. C'est des gens parce que le parking principal est en dessous la dalle, ce qu'on appelle la dalle. Et tous les gens qui sortent choisissent leur établissement de nuit. Là, aujourd'hui, depuis 1 an, on n'a plus ces problèmes-là. C'est vrai que beaucoup de gens parlent de nous, mais nous, on a ce que j'appelle, on a pacifié la dalle. C'est-à-dire que on n'a plus du tout ces problèmes-là. Aujourd'hui, les gens qui viennent sur la dalle disent, il n'y a plus aucun problème. Vous savez que l'extrême gauche, là, vient de lancer aussi un communiqué, un appel à avoir les images de cette fameuse soirée, là, où vous avez dû... et à faire fermer votre établissement, cette fameuse soirée, cette free party. Voilà, cherchez le mot free party, pardon. Je suis pas très habituée au free party. Mais j'étais là, quel est le nom de cette soirée fort sympathique? Vous savez que là, il y a des appels qui sont lancés sur les réseaux sociaux. En vrai, vous en fichez, dites-leur. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces gens? Je m'en fiche, ils racontent ce qu'ils veulent, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, je ne vais, je regarde même pas. Union Pirate. Je ne regarde même pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des députés LFI qui s'en mêlent. Oui, tant mieux pour eux. Puis ça permet de justifier un petit peu leur salaire. Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'aussi. On vous traite de fasciste. Hein. Oui, c'est pas très grave. Ça me touche pas en fait. Parce que quand on sait qu'on n'en est pas un, ça ne nous touche pas. Ça nous touche que quand on dit, c'est quand on se sent pas à l'aise avec la situation. Je suis à l'aise avec cette situation. Je les laisse un petit peu brailler. Ça, ils ont une excuse pour exister. Tant mieux pour eux. En fait, il faut pas oublier une chose dans cette histoire. Ce ne sont pas nous qui avons créé l'évacuation du Cinéville qu'ils ont squatté. C'est pas nous, c'est la police. Mais moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même une atteinte à la propriété. Moi, je sais pas, j'ai une conception de la vie sans doute extrêmement désuète, mais si vous voulez, encore une fois, je me souviens de ce premier principe de droit. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils se sont bien investis à un lieu qui n'était pas le leur. C'est un terme pudique, free party, pour dire on s'installe où on veut quand on veut. C'est un peu ça. C'est comme les propriétaires du lieu où ils sont installés. Elle a raison, Gabrielle Cluzet. Nous, on appelle ça les cinévilles, mais après, il y a une partie qui est au territoire public, et puis il y a c'est assez compliqué, j'ai pas trop suivi. C'était pas à eux, on est d'accord. Non, c'était pas à eux. Voilà, et puis, encore une fois, j'insiste, parce que l'Union Pirate parle que de nous. Mais nous ne sommes pas ceux qui avons fait évacuer les gens à l'intérieur. C'est la police qui a géré ça. Nous, on a juste le dommage. On est les dommages collatéraux de l'histoire, C'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvé avec tous les toughers qui sont sortis et qui nous ont attaqués, nous, en priorité, parce que de notre côté, il n'y avait pas de policiers. Les policiers étaient derrière. Non, mais c'est fou. Voilà. C'est fou, mais vous représentez quand même, pardon, excusez-moi, mais vous représentez ce vers quoi on avance quand même dans notre société, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des personnes comme vous qui se fassent rempart, parce que les forces de l'ordre sont parfois en difficulté, donc vous faites rempart avec entre la société ordinaire, si j'ose dire, et les voyous. Et c'est vrai que c'est assez terrifiant d'imaginer que cela suffit à vous faire traiter de fasciste. Puis moi j'ai une autre question, mais c'est subsidiaire. Pourquoi on vous appelle
Le Jarl. Ouais. Il faut lire le livre. La réponse dans le livre, ça s'appelle un teasing. Nathan Devers. Si je raconte tout du livre. J'ai une question courte, une question longue. Alors écoutez, on va commencer par la longue, mais genre une longue comment? Non, mais c'est pas si long. Je me méfie de vous. Non, on peut commencer par la courte. On va prendre la courte si vous voulez. Donc, vous disiez que vous étiez dans la nuit depuis 30 ans, plus, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous avez vu une augmentation de la violence dans le monde de la nuit avant et après le Covid? C'est-à-dire dans l'intervalle où ça a fermé, est-ce que quand ça a rouvert, les choses avaient changé? Alors je vais vous dire quelque chose de très important, Nathan. Ce n'est pas dans le monde de la nuit qu'il y a la violence, c'est aux extérieurs des établissements. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que dans les boîtes de nuit aujourd'hui, vous faites le tour de la France, regardez, il ne se passe rien. En fait, aujourd'hui, c'est très rare d'avoir un fait divers dans une boîte, dans l'enceinte de l'établissement. Je parle là pour toutes les boîtes de nuit de France. C'est-à-dire qu'en réalité, vous regardez, il n'y a plus de faits divers. Avant, il y a 20 ans, 25 ans, on entendait bagarre générale, coup de couteau dans une boîte. Voilà. Ça n'existe plus, il n'y en a plus. Maintenant, on parle des extérieurs des établissements. Crépol, c'était un bal. Mais bon, on était sur un lieu, sortie de couteau. Il y a eu dans l'année 3 ou 4 coups de couteau. Ouais. Il y a eu des tirs à Marseille sur une sortie de discothèque il y a pas très longtemps, il y a un mois, où Willy, l'agent de sécurité à qui on peut encore rendre hommage parce qu'il avait une famille quand même, avec des enfants, qui est mort. Il s'est fait tirer dessus, quoi. Encore une fois, c'est dehors. En fait, ce sont des gens qui ne devraient, encore un multi-condamné, vous voyez, c'est des gens qui n'ont rien à faire ne serait-ce que même devant un établissement de nuit. Ils devraient même pas avoir le droit de s'approcher des endroits où il y a plein de public, en fait, parce que ce sont des gens dangereux. Mais on nous les laisse tous dehors. J'explique tout ça dans le livre, vraiment, j'explique toutes les raisons de la situation française. Le Jarl, moi je me souviens, quand Bruno Retailleau s'était rendu à Rennes, un déplacement sur le thème du trafic de drogue, vous aviez échangé avec le ministre de l'Intérieur. Oui. Est-ce que vous avez encore un lien avec le ministère, peut-être pas avec lui directement, mais... Pas avec lui directement, mais il m'avait promis que des sénateurs, dont une sénatrice qui prendrait contact avec moi, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a tenu sa promesse et il y a des choses, ils m'ont demandé de parler justement du problème des lacrymogènes, de changer la réglementation en urgence, mais il y a plein de choses. J'ai demandé de changer la réglementation des caméras. J'ai demandé 3 critères comme ça un peu différents. Pareil, j'explique ça dans le livre en détail pour que les gens comprennent bien les raisons. Aujourd'hui, si on veut plus qu'il y ait de crépole, il faut vraiment changer les règles de caméra et de l'utilisation des lacrymogènes pour les agents de sécurité qui protègent des gens où il y a beaucoup de monde. J'estime qu'à partir de 400-500 personnes, on doit protéger des gens et c'est très important de le faire bien et il faut pouvoir protéger les gens. Ouais. Et pour pouvoir, on peut pas y aller avec juste des mains quand les gens en face arrivent avec des armes. Vous voyez ce que je veux dire? Quand là, hier soir, par exemple, j'ai 2 filles... Des armes? Vous en avez souvent des armes? Parce que vous parliez des couteaux, mais des armes. Oui, les armes, oui. Pardon. Les armes, oui. Bien sûr, en fait, ils vont dans leur coffre de voiture et puis ils sortent des choses de leur coffre de voiture. Donc à un moment donné, on doit aussi réagir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le système aujourd'hui, c'est notre pays est comme ça et on doit faire avec parce qu'on n'est pas du tout aidé. Et encore une fois, je vous dis, la police, j'ai vu plein de messages là en disant si par exemple ils avaient été en nombre hier soir, si on parle de cette nuit, s'ils avaient été en nombre, on n'aurait rien fait, nous, parce que ça n'aurait pas été notre travail. Il se serait mis, je vous dis par exemple, 25 policiers devant la boîte, 25 policiers derrière la boîte, il n'y avait plus de sujet. On n'avait rien à faire, nous on continuait notre soirée, chacun surveillait l'établissement, nous on protégeait notre établissement, eux ils protégeaient les extérieurs parce que c'est leur travail, c'est leur rôle, et il n'y a plus de sujet. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé, on nous a laissé face à 200, 300 personnes devant nous à nous jeter des canettes de bière et des bouteilles de verre. Et avec ça, on a retrouvé une 50aine de bouteilles de bière explosées devant l'établissement quand même. C'est pas si vous imaginez ce que c'est qu'une 50aine, c'est une mini-guérilla quand même. Ah ouais, non, Nathan Devers. Non, la question longue, entre guillemets, c'est que je vous écoute depuis attention, je chronomètre, Nathan, je vous préviens. Non, et j'essaye de comprendre quel est votre, entre guillemets, votre message politique. Alors, si j'ai bien compris, vous dites premièrement sur la question entre guillemets du racisme ou de la société que vous êtes un laboratoire d'une société multiculturelle dans vos boîtes de nuit, dans votre boîte de nuit, et que vous êtes super favorable à ça, et que en cela on pourrait vous classer progressiste sur ce plan. Si j'ai compris aussi, vous estimez qu'il y a une insécurité qui augmente, voire qui explose, et qu'avec ces profils de multi-récidivistes, voilà. Et si j'ai bien compris aussi, vous estimez que face à cette insécurité, il faut avoir parfois des réponses non légales. C'est ce que vous avez dit quand vous parliez des photos. On n'est toujours pas la question, je me méfie. Alors là, c'est là qu'il y a quelque chose qui me gêne. Est-ce que vous pensez pas que quand vous assumez le fait de dire sur la question de prendre en photo ou de rendre public les visages, je crois, des personnes qui agressent, d'assumer d'avoir une réponse non légale à un problème, que vous participez pas du problème que vous dénoncez? Pas du tout, c'est que quand je me suis rendu compte que tout ce qu'on mettait en place de légal, ça ne fonctionnait pas.
Vraiment. À un moment donné, quand j'ai vu que ce qui fonctionnait était quelque chose de pas légal, mais en tout cas en le faisant, ça a protégé les abords de l'établissement, j'ai gardé ce qui me restait, en fait, ce qu'on m'a laissé. Et quand ça fonctionne, je dis bon, si ça marche, on y va. Et les dealers détestent être filmés, c'est surtout les dealers, je parle, parce que c'était surtout eux et les MNA. Ils détestent être filmés et être mis sur les réseaux sociaux parce que ça crame leur business. Ils sont cramés totalement sur une ville. Ça a fonctionné. Ils ne viennent plus. Je n'ai plus de dealer devant la boîte depuis 1 an. Plus de dealers. C'est important ce que je dis. C'était un endroit où on avait 5 points de deal autour de la boîte. Il n'y en a plus. Vous voyez, comme quoi, ce sont des méthodes peut-être simples, non violentes, ils détestent, mais voilà, la présence de caméras, effectivement, ça peut éloigner les dealers. Il n'y a plus de vente de drogue devant l'établissement, je n'ai plus rien. Et ça fait plusieurs mois que ça dure. Et ils ne viennent plus parce que ils sont affichés sur des réseaux. Et grâce aux gens qui me suivent, comme je fais beaucoup de vues, des millions de vues par mois, ça a marché en fait. Et vous n'avez pas été poursuivi parce que j'en reste encore là, c'est-à-dire que je constate qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans des parcours judiciaires, même si à l'origine ils devraient plutôt aller se cacher de ce qu'ils ont fait. Non, parce que pour l'instant j'ai pas eu le cas, on a eu quelques plaintes, mais ça n'a pas donné de suite sérieuse. Je pense que le procureur que nous avons est quelqu'un d'intelligent et qui sait que la situation est devenue tellement catastrophique, en tout cas dans notre ville, qu'il ne saute pas dessus au moindre problème. Oui, c'est une question effectivement de... Comment expliquez-vous l'évolution de Rennes, cette ville par exemple? C'est catastrophique. Il y a, en fait, encore une fois, c'est pas que Rennes, on va dire Rennes. Non, mais toutes Rennes les grandes villes. Non, mais Rennes, c'est un peu emblématique. En fait, vous avez raison. Toutes les très grandes villes, c'est devenu très compliqué en France. Toutes les grandes villes étudiantes sont remplies de dealers. Qu'en fait, quand on a des consommateurs, on a des dealers. C'est compliqué en fait, quoi. Et j'essaie de parler de ça souvent. Même dans les villes moyennes. Je parle de ça souvent sur mes vidéos. J'en parle dans le livre. J'ai un long moment où je parle de ça dans le livre parce que c'est dramatique. Il faut le prendre en compte. La jeune génération là, il faut les sauver. Je vous le dis. Parce qu'il n'y a pas que des consommateurs. La jeune génération, ne croyez pas que les dealers, ce sont que des rebeux qui sont dans les quartiers ou les Renois. Je le dis encore ça. Parce que tout le monde, on ne voit que ça à la télé. Ils sont partout. En fait, c'est aujourd'hui les 18, 22 ans, 23 ans qui n'ont plus un rond, même quand ils travaillent au McDo, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, ils font quoi pour résister? Le travail secondaire, c'est du deal. Et ça, je l'explique dans le livre. J'ai un long moment là-dessus. C'est important de le comprendre, quoi. Et de préserver nos jeunes. Merci infiniment, le Jarl, d'être venu. Ça va mal finir, votre livre. Merci beaucoup, en tout cas, de dire les choses. Merci de m'avoir reçu. Non, je vous en prie. Puis on verra, effectivement, on se tiendra informé de la suite de cette affaire qui est agitée par l'extrême gauche et les députés et les filles. Merci infiniment. 20h45 sur Europe 1.